Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer la formation destinée à Blender. Et dans cette vidéo, nous allons fermer le bracelet de la montre. Donc, à part quelques petits changements d'interface, j'ai aussi préparé la montre pour qu'on aille un petit peu plus vite. J'ai simplement enlevé les maillons qui étaient ici en haut de la montre et puis j'ai mis les attaches à des endroits différents au niveau de la scène pour qu'on puisse se concentrer uniquement sur cette partie du bracelet afin qu'on puisse eh bien, tordre ou plutôt arrondir le bracelet à cet endroit-là. Ensuite, on fera une duplication de l'autre côté et on collera les attaches pour eh bien qu'elles se placent au mieux possible. Donc juste avant de continuer, on va un petit peu mieux organiser notre interface pour pouvoir avoir une viewport un petit peu plus grande. Donc ce que je vais faire ici, c'est au niveau de la timeline d'en bas qui ne nous sert pas à grand chose, donc c'est exactement de la même manière que c'est organisé dans Blender, hein, c'est des panneaux, donc là je peux par exemple amener différents panneaux, je peux même amener une viewport 3D, hein. Mais en fait, là, ce qu'on va faire, c'est on va écraser cette viewport pour qu'on puisse avoir plus de place pour la viewport principale. Donc je vais me mettre ici au niveau de la séparation entre les deux viewports en cliquant avec le clic droit et je vais faire Join Area. Et là, j'ai la possibilité de venir écraser un éditeur. Donc là, je vais écraser cet éditeur parce qu'il y a la flèche ici qui se trouve dans ce panneau. Hop, comme ça, j'ai plus l'éditeur. Je peux aussi appuyer sur la touche T, qui est le shelf sur le côté, hein, enfin le menu sur le côté, afin d'avoir plus d'espace pour travailler. Avec la touche B, je vais sélectionner ici la caméra et la lampe, et je vais appuyer sur H pour la faire disparaître. Donc on va voir comment plier notre bracelet. Alors, bon, il y a plusieurs manières de le faire, techniquement. On aurait pu utiliser un pass, donc avec une curve, donc une courbe, et faire en sorte que chaque maillon vienne s'attacher correctement sur la courbe. On aurait pu aussi riguer la montre, ce qui aurait été pratique si on voulait l'animer. Mais dans notre cas, on va utiliser les outils qu'on connaît déjà et on va en voir certains autres. Et ça va nous permettre un petit peu justement de faire des récaps et aussi de voir comment on pourrait s'en sortir dans une situation telle que celle-ci avec les outils qu'on a déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va travailler maillon par maillon en faisant des sélections globales et en faisant tourner la montre. Bon, vous inquiétez pas, ça va pas être bien long, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette méthode. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire... Ah, j'ai juste un maillon ici qui est parti, qui s'est dit à moi la liberté, mais en fait, c'est un peu gênant. Dans la mesure où il faut que ce maillon, eh bien, il reste là pour faire tourner la montre. Donc je sais plus où il était, je pense qu'il devait être là. Et il manque aussi un maillon à cet endroit-là. Voilà, j'ai fait tout simplement une duplication en instance, donc Alt D, hein, petit récap, Alt D. Donc en fait l'idée, ça va être d'utiliser dans un premier temps le 3D cursor. Alors le 3D cursor, pour un petit récap, si vous ne savez pas ce que c'est donc cette petite chose qui se balade à droite à gauche quand on fait un clic gauche et puis qui peut souvent gêner les utilisateurs débutants en se disant mais de quoi il s'agit, ça m'ennuie, alors vous le mettez dans un coin et puis vous l'utilisez pas. Mais attention, c'est quelque chose de tout simplement génial qu'on n'a pas dans les autres softs, ou du moins dont on n'a pas aussi d'aisance à utiliser que dans les autres softs. Donc en fait l'idée c'est un curseur qu'on peut placer en 3D, donc là par exemple là je suis passé en vue de côté en appuyant sur la touche 3, je peux passer en vue de 1, je peux venir le placer en orthographique à cet endroit-là. Et là vous remarquez qu'en fait le curseur est placé en 3D quand je tourne autour, et en fait je vais pouvoir faire plein d'actions en fonction de ce curseur. Et l'action dont on va se servir dans ce tutoriel, ça va être de venir sélectionner dans un premier temps ici ce cylindre, ce petit cylindre de rotation, pardon. Alors je vais le scaler un petit peu celui-là pour qu'il dépasse un petit peu plus. Voilà. Et en fait l'idée ça va être, une fois sélectionné ce maillon, donc avec le clic droit, on va faire snapper le curseur au centre de ce maillon. Et pour ce faire, on va utiliser les options de snap. Alors les options de snap, ça s'active avec Shift S, d'accord? Donc c'est un petit menu qui apparaît, et vous avez plusieurs possibilités. La possibilité qu'on va choisir dans notre cas, c'est Cursor to Selected. Et en fait, ça va nous positionner le curseur sur la sélection, comme nous l'indique le petit message. Alors si je clique, vous voyez que le curseur apparaît, change de position, pardon, sur le cylindre. Et donc je vais pouvoir ensuite,
dans ici le mode d'orientation du pivot, je vais pouvoir dire que je veux tourner autour du 3D cursor, d'accord? Donc si je clique sur 3D cursor, maintenant à chaque fois que je fais une sélection par exemple, donc je vais sélectionner l'ensemble des maillons ici, à chaque fois que je fais une rotation, j'appuie sur R, et bien ça tourne au niveau du curseur. Donc là en l'occurrence, ça tourne bien au niveau de mon petit cylindre, d'accord? Si par exemple je décide de sélectionner juste cette partie, vous voyez que eh bien ça me fait une rotation quand même au niveau du 3D cursor. Donc vous voyez, n'importe où je mets mon curseur, en fait, la rotation s'effectue par rapport à celui-là. Et c'est plutôt pratique pour justement, dans notre cas, eh bien, faire tourner nos maillons en fonction des différents petits cylindres de rotation. Donc ce que je vais faire, c'est à nouveau Shift S, mais là, au lieu à chaque fois de cliquer avec la souris, ce qui n'est pas pratique, je vais appuyer sur 3. Pourquoi 3? Parce que vous regardez que c'est la troisième option. Et en fait, Blender, dans les menus contextuels comme ceci, nous permet, avec les touches du pavé numérique, ou si vous avez paramétré les touches du pavé au-dessus de AZERTY, vous pouvez donc utiliser ces touches, et en fait, pour pouvoir accéder au numéro de la fonction souhaitée, dans l'ordre. Donc là, en l'occurrence, c'est la fonction numéro 3. Donc j'appuie sur 3, et ça me snap mon curseur dessus correctement. Et là, maintenant, je vais sélectionner le reste des maillons et faire ma rotation. D'accord? Maintenant, je vais aussi sélectionner celui-là, Shift S3, vous remarquez, c'est plutôt pratique. Et là, je vais continuer de faire mes rotations tranquillement autour de mes différents cylindres. Je vais sélectionner le dernier ici, Shift S3. Alors, j'ai dû oublier. Alors, j'ai oublié un maillon ici, ce qui est plutôt embêtant. Je vais faire Shift D. Non, c'était bon, excusez-moi. Et donc là, on continue, on fait notre rotation ici, et puis la dernière rotation, en fait, on va la faire sur le dernier maillon, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même revenir sur le maillon du haut, qui se trouve là, Shift S3, et puis je vais faire rentrer un petit peu plus l'ensemble de mes maillons. Comme ceci. Donc là, on s'aperçoit que, eh bien, très facilement, avec Blender, on peut changer le pivot en fonction de ce 3D curseur. Et puis il sert pas que à ça le 3D curseur, hein. Il sert à faire snapper plein de choses. Par exemple, on va prendre un exemple concret. On va prendre un cube. D'accord. Alors là, on peut repasser dans le mode par défaut qui est Bounding Box Center. Et en fait, Bounding Box Center, ça va tout simplement analyser la sélection et mettre le point de pivot au centre. Donc là, vous voyez, maintenant je tourne plus autour du 3D curseur, je tourne autour du cube, d'accord, de ma sélection, pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le curseur n'importe où dans l'espace, et je vais par exemple prendre un vertex et je vais faire Shift S, et on va voir un petit peu les autres possibilités. Les autres possibilités, c'est donc par exemple, on pourrait faire Selection to Cursor, et à ce moment-là, ça vient snapper mon point directement sur le curseur, ce qui est plutôt quand même pratique pour faire ce genre de choses. Après, on pourrait très bien aussi, je sais pas, faire des symétries, et ça c'est très utile dans le rig, quand on veut faire un miroir global de nos bonnes, je pourrais très bien ici dire que mon point de pivot est par rapport au centre. Je fais une duplication, donc Shift D. Je clique tout de suite pour annuler tout déplacement, et je peux faire SX-1. Et vous voyez que ça se fait par rapport au 3D curseur. Donc SX, donc ça veut dire un scale sur le X, et -1, ça veut dire que en fait je fais une échelle à -1, donc en fait je flippe, je renverse totalement sur l'axe des X mon volume. Donc voilà, maintenant on en connaît un petit peu plus sur le 3D cursor. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir ici en Bounding Box Center, et puis je vais sélectionner l'ensemble de mes maillons, les dupliquer. Alors on va faire une duplication non pas simple avec Shift D, mais en instance avec Alt D. Et je vais tourner ici, en vue de haut, en appuyant sur la touche 7, comme on en a l'habitude maintenant, pour venir ici me placer correctement. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir juste sélectionner le petit maillon qui nous manque ici, Alt D, et je viens le placer ici. Bon alors j'ai dit maillon, mais je m'embrouille un petit peu avec les termes, je suis pas horloger. Malheureusement pour ce tuto. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est au niveau des attaches. Alors je les avais séparées, on va venir les remettre correctement. Donc la première attache, elle sera là.
La deuxième attache qui va surplomber l'autre, en fait, il va falloir la modifier, d'accord? Donc là, vous voyez qu'elle n'est pas dans le bon sens. Alors du coup, je vais passer en vue de dessous, je vais la tourner complètement, je vais utiliser CTRL pour bien snapper, en fait. Vous voyez, quand j'utilise CTRL, ça me fait des incréments, en fait. Je vais bien vérifier que ça fonctionne bien, et je viens coller globalement, je dis bien globalement, mon attache pour que le trou corresponde au petit bitonio qui tient notre attache. Et là en fait ce que je vais devoir faire, c'est courber un petit peu l'ensemble. Alors vous voyez que en fait j'avais déjà fait des tests et j'ai eu un problème de backup, c'est pour ça que c'est un petit peu la topologie est un petit peu grumeleuse. J'ai eu un problème de backup et je l'avais fait et je l'ai remis droit en fait pour le tuto. Je l'ai remis droit un petit peu rapidement. Donc là vous voyez, j'essaie d'arrondir un tout petit peu la tâche du haut pour que ça suive bien le mouvement de ce qu'on a fait au niveau de la partie des maillons ici. Et je viens tourner un petit peu plus, même comme ceci. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais faire en sorte que la partie du bas épouse parfaitement la forme. Donc je rentre en Edit Mode en appuyant sur la touche Tab après avoir sélectionné en Object Mode cette partie de la tâche. Et n'oubliez pas d'être en mode Z hein, pour pouvoir avoir la transparence. Hein. Si je suis pas en mode Z, c'est-à-dire la transparence, le wireframe, à ce moment-là, je sélectionne que les parties de devant, donc c'est pas pratique. Là, j'ai vraiment besoin d'appuyer sur la touche Z pour pouvoir passer dans ce mode. Et donc là, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors, je sais plus du tout où j'en suis par rapport à ça. Ce que je pense faire, c'est essayer pour l'instant ça comme ça. De toute façon, c'est une partie qui va pas forcément se voir du premier coup, mais bon. C'est un peu étrange la manière dont j'ai réalisé cette partie. Surtout que j'avais pris ma montre pour référence et puis j'ai changé de montre alors. Tout ce qu'il ne fallait pas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être élargir un petit peu cette partie. Bon, je vais mettre l'autre attache en attendant pour voir ce que ça donne. Et... Parce que vous voyez, j'hésite à vraiment les mettre dessus les unes sur les autres. Même si au niveau du maillage, c'est pas forcément prévu pour. Je trouve que ça sera un petit peu plus sympa. Et un petit peu plus logique surtout. Pour l'instant, je vais faire ça. Je vais décaler un peu mon attache. Et je vais mettre la dernière attache ici, qui va surplomber le tout. Là, qui me résout un petit peu le problème de vision qu'on a là. Et pareil, vous voyez que c'est un peu grumeleux au niveau du maillage. C'est parce que j'ai essayé de le remettre droit, parce que j'avais déjà arrondi le tout pour faire un test. Et donc là, en fait, j'arrondis en sélectionnant au niveau des rotations, au niveau des sélections que je fais, pardon, je fais des rotations et je place correctement mon objet pour que ça semble plutôt aller au niveau donc de mon attache. Alors là, c'est peut-être un petit peu... Ouais, qu'il y a une coupure assez marquée. Je vais sélectionner cet edge loop en appuyant sur Alt plus clic droit et je vais appuyer 2 fois sur G pour pouvoir faire slider. C'est parti, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais essayer ici de bien suivre parfaitement le mouvement de la courbe. Pareil ici. Et ici, je vais essayer de refaire en sorte que mon maillage soit un petit peu moins grumeleux. Mais bon. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ça m'a l'air plutôt bien, plutôt correct. Il y a juste ici, bien sûr, c'est pas très droit, alors ça se voit un petit peu quand même. Donc on va essayer de le baisser ici, faire en sorte que ça aille bien correctement. Là, au niveau du maillage. Bon, bien sûr, vous, normalement, vous faites ça sans problème de backup, donc vous avez normalement quelque chose qui correspond bien à ce que vous voulez. Là, ici, je vais rajouter une coupe avec CTRL R et une deuxième ici pour essayer voilà, de séparer la géométrie.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit cylindre ici qu'on a l'habitude maintenant de voir. Je vais faire Alt D pour le dupliquer en instance. Je vais le mettre à cet endroit-là, au centre des deux attaches. Et je vais le scaler sur l'axe des X. Et les deux attaches qui se trouvent ici, je vais les décaler légèrement vers l'intérieur, comme ceci. Et finalement, je vais peut-être un petit peu scaler à nouveau ici, pour pas que ça dépasse de trop en fait. Voilà, à droite et à gauche, j'essaie à peu près de faire en sorte que ça se vaille. Voilà, bon globalement l'idée c'est de montrer qu'il y a des attaches, hein. On va pas non plus passer beaucoup de temps là-dessus. Je vais sélectionner cette partie au niveau de l'arrière. Je vais peut-être la faire un petit peu mieux, épouser la forme de l'attache supérieure. Comme ceci. Et là je pense qu'on est paré. Alors je vais appuyer sur la touche Alt Z pour passer en mode texture ici. Alors bon, on n'a pas de texture, hein, mais c'est juste pour vous montrer un problème. On a l'impression qu'il y a certaines surfaces qui fonctionnent pas très bien, qui ont des problèmes de lumière. En fait, ce qui se passe, c'est un problème des normales. Alors on va parler des normales juste avant de continuer notre tuto. Donc je vais prendre un cube, et je vais appuyer sur le panneau N, sur la touche N pour accéder au panneau. En Edit Mode avec la touche Tab sur le cube. Ici, je vais pouvoir afficher les normales de mon mesh. Alors pour afficher les normales du mesh, on clique sur ce petit icône, sur les deux petits icônes ici. Alors cette première icône affiche les normales en fonction des vertex, donc on va pas le sélectionner, excusez-moi, et je vais monter la taille. Et en fait, on s'aperçoit que les normales ici, c'est ces tresses et c'est perpendiculaire par rapport à nos différents polygones. Donc si par exemple je sélectionne ceci et je fais une extrusion, vous voyez qu'on a des nouvelles normales qui apparaissent. Je vais vous montrer sur un cas un petit peu plus concret. Et vous voyez qu'en fait la normale des faces c'est tout simplement une perpendiculaire. Et en fait ça a à voir avec comment la lumière va éclairer la face. C'est-à-dire que si la normale ici sort à l'extérieur et qu'il y a une lumière qui est à l'extérieur, et bien en fait la face va correctement capter les informations de lumière. D'accord ? Si a contrario la face par exemple est inversée, donc là je vais appuyer sur la touche T et je vais aller ici dans le panneau Tool et je vais cliquer sur... il faut que je retrouve la fonction normale. Si je clique sur Flip Direction, vous voyez que la normale en fait est venue rentrer à l'intérieur, d'accord? Donc la normale, donc la direction de la face entre guillemets, est inversée. Donc du coup, en fait, là si j'appuie sur Alt Z, en fait Alt Z nous permet de voir ce problème en passant en mode texture, parce que ça comprend les lumières de la scène. Là on a une lumière, hein. Si j'appuie sur Alt H, on a bien une lumière pour faire revenir ma lumière et ma caméra. Donc je les resélectionne et j'appuie sur H pour les faire momentanément disparaître de l'écran, de l'affichage. Et là en fait vous voyez que ma face elle est inversée correctement. Si par exemple je sélectionne une autre face et que je refais ici Flip Direction, vous voyez que pareil, bien la face est inversée, on a l'impression qu'elle comprend mal la lumière. Blender a une option qui est tout particulièrement géniale, qui nous permet de réanalyser l'ensemble du mesh et de recalculer la direction des faces. Et pour cela, on appuie sur CTRL N après avoir sélectionné l'ensemble du maillage. Donc là, c'est ce qu'on va devoir faire sur la montre. Donc si vous avez un problème comme ça, qui vous semble un petit peu étrange au niveau d'un maillage, eh bien vous pouvez le sélectionner et appuyer sur CTRL N en mode édition bien sûr, hein, après avoir sélectionné les faces. Alors là, je viens de faire quelque chose aussi, j'ai oublié de vous préciser. Pour sélectionner l'objet, pour bien me centrer par rapport à lui au niveau de mon déplacement dans la viewport, donc là je me déplace, vous voyez, et pour bien me focaliser sur l'objet, je peux appuyer sur la touche point, et en fait ça vient me placer un pseudo point de rotation pour ma vue 3D, et là vous voyez que je tourne bien autour de l'objet que j'ai sélectionné. Donc cet objet, on le sélectionne, on rentre en mode édition, on appuie sur CTRL N et vous voyez que le problème est résolu. Je resélectionne ici ce qui me semble bizarre, CTRL N, et le problème est résolu. On a notre montre qui fonctionne à merveille. Je fais une nouvelle sauvegarde, CTRL SHIFT S, j'appuie sur plus pour arriver à montre 4 et je sauvegarde. Donc maintenant, on a notre montre qui est totalement fermée, ce qui est plutôt une bonne chose.
Et si on appuie sur Alt Z, vous voyez qu'on a zéro problème de shading de lumière. Alors maintenant, il va falloir qu'on continue un petit peu au niveau de la modélisation. On va avoir quelques petits trucs à faire, notamment mettre une glace sur le dessus ici de la montre, et puis rajouter un bouton qui nous permet de changer l'heure. Donc ce qu'on va faire pour cela, alors déjà j'ai juste l'impression que cette partie à gauche est un petit peu loin. Donc je vais tout simplement la rapprocher vers l'intérieur. Et donc ce qu'on va faire, c'est donc déjà commencer par faire la glace. D'accord? Alors au niveau de la glace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre vue de top, se positionner ici en faisant un simple clic au niveau du curseur. On va venir sélectionner un cercle. Si j'appuie sur F6, j'ai les paramètres du cercle, d'accord? Mais je peux aussi y accéder en appuyant sur la touche T, et vous voyez que tout en bas, on a un panneau qui est en fait splitté en deux. Donc là, on a plein d'options qu'on voit depuis un petit moment dans l'Object Tool, et en bas ici, dans la zone qui est réservée ici, c'est les dernières modifications en fonction de ce qu'on est en train de faire. Donc là, la modification qu'on est en train de faire, c'est rajouter un cercle, et là, en l'occurrence, je peux venir modifier différentes options. C'est exactement la même chose que l'on retrouve ici. Vous voyez que quand j'appuie sur F6, pardon, vous voyez que quand je slide le slider ici, eh bien ça me modifie aussi correctement dans le panneau T. Donc moi je vais mettre 16 vertex, d'accord? Et je vais passer en Edit Mode et appuyer sur CTRL Tab pour sélectionner le mode vertex. Vous pouvez aussi venir sélectionner ici, comme on sait le faire maintenant depuis un petit moment normalement. Je vais appuyer sur A pour sélectionner l'ensemble de mes vertex et je vais faire une extrusion en appuyant sur la touche E. Je vais ensuite faire un scale vers l'intérieur. Et alors là, pour compléter cette forme, il y a un add-on qui existe qui est plutôt sympa, qui s'appelle le Grid Fill Tool, mais on va pas l'utiliser parce qu'on n'a pas encore vu d'add-on, donc pour l'instant je préfère juste vous montrer comment on ferait à la main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner dans un premier temps ces deux faces, ces quatre vertex, et appuyer sur la touche F. Je vais faire la même chose à côté, F, et là je vais rajouter avec CTRL R une première coupe que je vais faire slider à cet endroit-là. Je peux ensuite sélectionner ces vertex, appuyer sur F pour compléter la face, ces vertex, appuyer sur F pour compléter la face, rajouter une autre boucle ici, sélectionner ces vertex, appuyer sur F pour compléter la face, pareil ici, rajouter une nouvelle boucle ici, je sélectionne ceci, F, ceci, F, et là je peux faire Alt plus clic droit pour sélectionner l'edge loop ici, F, Alt plus clic droit sur la boucle ici pour la sélectionner. Et là on a complété notre cercle de la manière la plus propre possible. On n'a aucun triangle et on n'a que des quads, donc que des polygones qui ont 4 points. D'accord? Je vais scaler cette partie en vue de haut pour que ça prenne un petit peu plus de place, pour que mes polygones soient un petit peu plus espacés. Et ces 4 vertex, je vais les scaler un petit peu vers l'intérieur, très légèrement. Là, vous voyez qu'on a un cercle. Bon, au final, on n'a pas fait plus qu'un cercle, mais on a un cercle qui va nous permettre d'avoir une géométrie un petit peu plus propre et nous permettre donc de l'arrondir un petit peu mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est justement ce que je viens de dire. Donc je vais sélectionner en mode face avec CTRL Tab cette partie et je vais appuyer sur le Proportional Editing en appuyant sur la touche O. Et le Proportional Editing, c'est donc un outil qui nous permet de déplacer des formes en prenant en compte aussi les composants voisins. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de plus souple en fait au niveau des déplacements quand on appuie sur la touche G. Je peux aussi le scaler avec la molette de la souris comme vous pouvez le remarquer, tout en le déplaçant, et ça me permet d'avoir un petit peu plus de souplesse dans mes déplacements. Donc en fait le Proportional Editing c'est ce qui se trouve ici hein, bien sûr. On peut modifier aussi le fall-off. Le fall-off, c'est la courbe en fait du proportional editing. Est-ce que vous voulez que ça soit beaucoup plus saillant? Est-ce que ça doit être beaucoup plus smoothé? Donc, nous, c'est notre cas, donc c'est ce qu'on va garder. On va se mettre en vue de côté et avec le gizmo, on va monter sur l'axe ici Z, tout doucement. Et ensuite, je vais sélectionner ce point au centre. Je vais baisser le fall-off, d'accord? Donc bien baisser le proportional editing, pardon, et je vais le monter légèrement pour bien avoir un arrondi correct. Je sélectionne mon cercle, j'appuie sur Smooth, je viens ici dans les outils de modifier, donc en cliquant sur la molette, je fais Add Modifier et je viens ajouter le modifier Subdivision Surface et je monte de un seul cran ici mon Subdivision Surface. Je me mets vite de côté maintenant, je sélectionne l'ensemble et j'appuie sur O pour bien sûr désactiver le Proportional Editing pour pas que je fasse une extrusion qui prenne en compte le Proportional Editing.
Donc là je vais appuyer sur E pour faire une petite extrusion. Et là vous voyez qu'en fait ça m'a arrondi les bords, ce que je ne souhaite pas, donc ce que je vais faire c'est venir ajouter ici une première coupe qui va se rapprocher du haut pour maintenir la forme, et une deuxième coupe vers le bas avec CTRL R pour venir maintenir la forme. Donc maintenant je me retrouve avec un objet qui est plutôt chouette, et qui va me servir de glace en fait au niveau de ma montre. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le positionner de côté à peu près là, et je vais me mettre vue de haut, et je vais le positionner à peu près au centre. Il faut que ça complète globalement l'ensemble de mon cadran. Je vais le descendre un petit peu pour qu'on ait une marge sur les côtés, comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire, pour pas que ça nous embête tout le long de ce tutoriel, c'est je vais le sélectionner, je vais sélectionner cette partie, et je vais... Alors juste, j'ai l'impression que sur ce côté-là... Non, c'est bon. Et je vais aller donc dans le mode Object, ici, dans ce panneau-là, et je vais chercher Display pour affichage, et je vais cliquer sur Wire. D'accord? Je vais cliquer non seulement sur Wire ici, et aussi sur Wire ici, ce qui va me permettre en fait de voir quand même mon maillage, mais de voir à travers, d'accord? Alors si je décoche Wire, en fait, ça n'a pas d'influence du tout, en fait, ça me permet quand même de voir ce qui se passe à travers. Je peux cliquer à la limite sur Draw All Edges, qui me permet d'afficher tous les edges précisément. Mais pour éviter d'avoir un amas d'edge comme ceci à l'écran, je vais aller dans le modifier ici, le modifier Subsurf, et je vais cliquer sur Optimal Division. D'accord? Et en fait, Optimal Display. Et Optimal Display, en fait, ça va m'afficher la géométrie comme si elle était avec le moins de poly possible. Mais ça, c'est juste une histoire d'affichage pour nous. Hein. C'est pas, ça n'influencera en rien le rendu, d'accord? Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter un bouton pour qu'on puisse avoir la possibilité de changer l'heure sur notre magnifique montre. Donc ce que je vais faire, c'est je vais juste rajouter un bouton tout simplement. Je vais prendre un cylindre, je vais appuyer sur F6, maintenant vous savez le faire, et je vais aller sélectionner 16 vertex. Et vous voyez qu'ici il y a marqué Cap Fill Type. Et en fait là, le Cap Fill Type, c'est est-ce que ça va nous faire, comme vous pouvez le remarquer, un n-gone, c'est-à-dire un polygone qui a 16 côtés en fait, ou est-ce que ça va nous faire, on peut choisir de ne rien mettre par défaut, et on peut aussi choisir de mettre des triangles. Donc ce qui nous intéresse, c'est déjà de supprimer ces faces, parce qu'on va le refaire à la main, là, on va compléter à la main le dessus. Pour compléter à la main le dessus, je sélectionne l'edge loop ici, je fais une première petite extrusion, une deuxième extrusion, une troisième extrusion, et là on va remplir, comme on sait le faire maintenant, correctement, notre cylindre. On l'a fait avec le cercle. Alors à noter que vraiment là le Grid Fill Tool aurait été d'une aide juste magique, parce qu'il aurait juste fallu faire un clic en fait. Là on a plusieurs clics à faire, mais vous voyez que c'est assez rapide, donc toujours j'appuie sur F. Hein. Maintenant vous savez tout faire au niveau des manipulations que j'utilise. Et là, pour que ça soit un petit peu plus organisé au niveau de la forme, je vais espacer un petit peu mes vertex. C'est pas très propre ce que je suis en train de faire. Pas du tout battu tout propre même du coup, donc je vais revenir en arrière. Voilà, donc là, bon, s'il avait fallu fermer la forme, on aurait fait la même chose, mais on l'aurait pas fait à la main puisqu'on a déjà la forme du haut, on aurait sélectionné, on l'aurait placé à cet endroit-là, à peu près vraiment au même endroit, comme si les vertex devaient se toucher, en fait c'est ce qu'on chercherait à faire. Et en fait on aurait sélectionné l'ensemble du bas, et dans le panneau W, donc le Specials, vous avez la possibilité de cliquer sur une option qui s'appelle Remove Doubles. Donc en appuyant sur le W, vous accédez au panneau Specials, et avec Remove Double, vous allez pouvoir enlever un certain nombre de points. Seulement là vous voyez que Blender me dit que j'ai enlevé 0 vertex. Mais si je monte le Merge Distance, donc je monte la distance, vous voyez qu'en fait là maintenant j'ai 16 points qui ont été attachés les uns avec les autres. Donc maintenant là je me retrouve qu'avec des points. Et en fait le Merge Distance qu'on a vu ici correspond en fait à la distance auquel les points doivent être pour pouvoir être fusionnés entre eux. Donc là on se retrouve avec un cylindre complet. Mais la face du dessous, je vous ai dit, on n'en a pas forcément besoin, donc j'appuie sur X, Delete Faces.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire à peu près la taille du bouton, on va le faire à peu près de cette taille. Je vais faire une extrusion au niveau du dessous, un petit peu vers le bas comme ceci, et à nouveau une autre extrusion. Et là, comme je sais que je vais rajouter par la suite un subdivision surface, je vais marquer ici mon edge, ici et là, en rajoutant 2 coupes. D'accord? Et bien sûr aussi, je vais rajouter un edge ici, un edge ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Rajouter un edge ici, parfait. Et un edge là. D'accord? Ce que je vais faire aussi, enfin du moins je pense, c'est venir sélectionner. Alors on va voir déjà avec le subdivision surface ce que ça donne avant de faire ça. Voilà, ça donne ça, ce qui est plutôt ce que j'attendais. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de mon cylindre ici. Donc j'appuie sur la touche Z pour passer en mode transparence, B pour faire une box select, je sélectionne le tout. Et là je vais appuyer sur Alt E. Et en fait quand on appuie sur Alt E, on a le menu extrude qui apparaît. Donc c'est un petit menu caché par rapport à l'extrusion. On peut cliquer sur Individual Faces. Et Individual Faces, ça vient extruder chaque face de manière individuelle. D'accord? Donc je clique sur OK, et en fait là il va falloir que je vienne maintenir mes extrusions, comme je l'ai fait pour plein de choses, et là vous voyez qu'on a une forme qui se rapproche plutôt d'un bouton de montre, c'est plutôt sympa. Ce que je vais faire ensuite, c'est je vais venir sélectionner cette loupe en mode face, avec Alt plus clic droit, et je viens sélectionner les faces vers l'intérieur, et avec la touche C pour accéder au pinceau de sélection, je clique ici pour compléter toute ma face, qui me permet de sélectionner l'ensemble de ma face. En fait, c'est un peu bête ce que j'aurais dû faire, c'est me mettre en vue de côté et sélectionner les edges ici en mode transparence. Mais j'espère que vous l'avez remarqué, comme ça, vous avez un pas de plus d'avance par rapport à ce que je fais dans le tuto. Donc là, je vais faire une extrusion à nouveau, et puis la rentrer un petit peu vers l'intérieur pour avoir un arrondi. Et je vais passer en mode shading smooth pour avoir quelque chose de plus sympa au niveau du shading, et je vais monter un niveau de subdivision supérieur. Et j'hésite vraiment à rajouter aussi une autre coupe ici, ou alors à faire slider la coupe que j'ai déjà là, donc je vais plutôt faire ça. Je vais sélectionner la coupe ici avec Alt plus clic droit en mode Edge, avec CTRL Tab j'accède ici à la sélection des composants, et j'appuie 2 fois sur G pour faire slider vers le haut ma boucle, et de même vers le bas. Donc voilà, donc là on a créé un bouton de montre qui me convient plutôt bien, je vais le scaler, le faire tourner avec la touche CTRL pour bien le snapper sur un angle droit. Vue de haut, je vais faire pareil. Et en fait, vue de haut, en mode édition et en mode vertex et en mode transparence avec la touche Z, je vais sélectionner cette partie et la faire rentrer un petit peu parce que je trouve le bouton un peu large. Et là, je vais venir positionner mon bouton directement sur cette partie. Alors il est un peu gros, donc je le scale un petit peu et je le rentre comme ceci. Et voilà, là on a un bouton de monte, c'est plutôt ce que j'attendais. Alors, je me pose vraiment la question d'appliquer le modificateur ici et de faire une sorte de petite extrusion ou un petit mécanisme en plus pour cette partie. Je vais voir ce que ça peut donner. On a souvent ça dans les montres, mais là je pense que ça va nous demander du travail en plus et j'ai pas envie que que les tutos soient trop longs. Le format est déjà assez court et on va rester juste sur ce format assez court. Donc voilà, là on a fait quand même pas mal de choses, hein. On a fermé notre montre, on a rajouté un bouton, on a rajouté une glace, et on a vu plusieurs outils, notamment un petit peu plus sur le curseur 3D. Et je pense que eh bien, on va être prêt pour commencer à voir un petit peu les shaders et le rendu dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans la suite. Ciao ciao. Alors juste avant de terminer, je vais faire une petite parenthèse. Et cette parenthèse, elle va concerner le site Blender Lounge. Alors Blender Lounge, c'est un site qui est modéré par Pity Wazoo. Donc c'est Cédric Le Piller qui fait donc des super tutos et des news sur Blender, donc sur son site. Et donc on a enregistré récemment un podcast destiné à Blender, donc qui vous présente un peu les points forts et aussi ses points faibles, et un petit peu l'avenir du logiciel, que ce soit en production ou ce genre de choses. Donc je vous invite à aller le regarder, je vais vous mettre sur l'écran, paf, voilà le lien de la vidéo. Et je vous invite vraiment à aller regarder Blender Lounge, donc, qui est un super site de news
et de tutos destinés à Blender. Sur ce, merci et à bientôt dans un prochain tuto.